110e jour de l'année, nous sommes le 20 avril 2026. La population mondiale est estimée à cette date à plus de 8 milliards d'habitants. 31 degrés à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour les titres. Lancement officiel ce matin du certificat de qualification au métier CQM 2026, version rénovée au lycée technique de Pondéou à Cotonou. Plus de 38 000 candidats répartis dans 126 métiers planchent sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions à suivre. La communauté internationale célèbre ce jour la journée consacrée à la langue chinoise. Dans cette édition, nous vous proposons une petite immersion au sein de l'Institut Confucius à l'université d'Abomey-Calavi, un lieu de savoir où le mandarin est enseigné. Et puis, nous irons à la découverte des diverses qualités et prix d'un aliment très consommé par la population béninoise. Il s'agit bien du gari et nous ferons un tour au marché d'Antokpa. À nouveau, bonjour. Ce lundi 20 avril 2026, au lycée technique de Pondéou à Cotonou, la 6e édition du certificat de qualification au métier CQM rénové a été officiellement lancée. Plus de 38 000 candidats répartis dans 126 métiers sont évalués simultanément sur toute l'étendue du territoire national. Particularité de cette édition rénovée, la participation de personnes détenues et de candidats en situation de handicap. Autorités administratives et acteurs du secteur étaient présents pour donner le top départ de cet examen. Écoutons à présent le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle qui a procédé au lancement. À la suite du succès enregistré lors des sessions de 2023, 2024 et 2025, nous procédons ce jour au lancement de la session d'avril 2026 qui marque la 6e édition du CQM rénové. Pour cette session résolument inclusive, 38 507 candidats sont inscrits, dont 22 914 femmes. Cette dynamique inclusive se traduit également par la participation de 108 personnes en situation de handicap, dont 71 femmes, ainsi que de 157 détenus, parmi lesquels 8 femmes. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, de faire de la formation professionnelle un levier de réinsertion sociale et de seconde chance. Ces candidats concourent dans 126 métiers relevant des 8 branches d'activité de la nomenclature de l'artisanat issus du Code communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et composeront dans 109 centres d'examen répartis sur toute l'étendue du territoire national. Je tiens à saluer l'engagement constant de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen, à savoir les administrations publiques, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les équipes pédagogiques. Grâce à vos efforts conjugués, notre pays, le Bénin, dispose aujourd'hui d'un dispositif de certification crédible, équitable, inclusif et aligné sur les standards régionaux. Chères candidates, chers candidats, vous incarnez l'avenir des métiers et le savoir-faire béninois. Je vous invite donc à faire preuve de rigueur, de discipline, de méthode et d'excellence. Aujourd'hui, 20 avril, le monde célèbre la Journée internationale de la langue chinoise, une date qui résonne avec une intensité particulière ici au Bénin et plus précisément à l'université d'Abomey-Calavi où le mandarin n'est plus une langue étrangère mais plutôt un langage d'avenir pour des centaines d'étudiants. Entre rigueur de l'apprentissage et échanges culturels vibrants, l'Institut Confucius s'est imposé comme un véritable pont d'excellence entre Cotonou et Pékin. Le reportage que nous vous proposons de suivre avec Ulrich Kaba nous plonge au cœur de cette dynamique sino-béninoise suivante. À l'université d'Abomey-Calavi, une porte s'ouvre sur un autre continent. Dans cette salle de 2e année, la barrière linguistique s'efface.
Face à un professeur venu de l'Empire du Milieu, l'échange est vif, presque instinctif. Pour ces jeunes apprenants, le mandarin est devenu le sésame indispensable d'une économie mondiale où la Chine dessine les contours de demain. On remarque aujourd'hui que l'influence de la Chine dans le monde entier, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les échanges, comme que ce soit dans la diplomatie, devient de plus en plus remarquable. Donc en réalité, je me suis dit qu'avec le monopole, si on avait à maîtriser la langue chinoise, ça nous donnera beaucoup d'opportunités sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, étudier d'autres langues, c'est un aspect qui peut vraiment contribuer à votre émergence, que ce soit sur le plan du travail ou des relations, ainsi de suite. Donc, étudier des langues étrangères peut amener beaucoup plus d'opportunités à ces jeunes béninois-là aujourd'hui qui, en dehors du français, n'arrivent pas à parler plus d'autres langues. Donc, par le biais de l'apprentissage du chinois, il peut y avoir plus d'opportunités. Le chemin est exigeant. Entre la rigueur des tons et la complexité des caractères, chaque cours est un défi, mais la passion l'emporte. Le premier jour particulièrement, j'étais très choquée parce que, en fait, quand les professeurs parlaient, j'avais l'impression d'entendre le fond. C'était assez bizarre et je n'arrêtais pas de rire parce que je ne comprenais rien du tout. C'était très, très bizarre. Selon ses expériences en tant qu'enseignant de la langue chinoise, il aimerait quand même dire que le chinois n'est pas une langue si difficile, c'est une langue très facile. Juste à côté, l'atmosphère change. Les débutants de première année s'initient à la calligraphie. Sous l'œil vigilant d'une enseignante attentionnée, les mains s'exercent. Chaque trait est scruté, chaque courbe rectifiée. La précision est de mise. L'aventure a commencé en 2009. En quelques années, l'Institut Confucius s'est imposé comme une référence incontournable à l'Université d'Abomey-Calavi avant de s'étendre aux autres centres de formation. On est présent à Cotonou, à Calavi, à Lokossa, à Porto-Novo. C'est ainsi qu'au centre, je peux dire à Boycon, on peut nous retrouver dans certaines universités privées. Et on a en fait à l'université de Parakou une classe Confucius et qui se développe. Ils sont nombreux, ces apprenants. La flamme du savoir est entretenue par un corps professoral mixte, symbole vivant de l'amitié sino-béninoise. Aux côtés des experts chinois, d'éminents professeurs béninois assurent une relève de qualité. Leur mérite est régulièrement salué. Le 28 mars 2025, on m'a nommé ambassadeur de la promotion sino-béninoise de la langue chinoise. L'Institut Confucius d'abord est co-dirigé par l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université Diaoton Tassué, qui est l'université mère de l'Institut Confucius au Bénin. Donc, cette université de la Chine envoie les enseignants chinois. Et puis au Bénin, nous avons aussi les enseignants béninois qui ont fait la Chine, qui ont eu leur diplôme en Chine, qui sont formés pour ça. Plus qu'une simple école de langue, l'Institut Confucius est devenu un pont solide entre deux cultures. Des milliers de jeunes béninois y dessinent chaque jour leur futur. On parle toujours éducation. Depuis la maternelle, les enfants sont initiés au langage et à la communication à travers des exercices d'articulation et de prononciation. Dans les écoles primaires, ces exercices se font via la lecture, mais surtout la récitation de la poésie. Il est question ici d'une matière qui tient dans les programmes d'études scolaires une place de choix en raison de ce qu'elle se trouve en amont de tout le processus de dressage intellectuel, social et émotionnel de l'enfant. Dans le reportage qui va suivre, Vigila Rodayon nous donne quelques détails sur les fonctions sociales et l'importance de la poésie dans l'éducation scolaire. Les Amazones, elles se faisaient massacrer, mais avançaient sans peur. Elles se faisaient tuer, mais avançaient. Des vers prononcés avec une certaine énergie pour exprimer de par des gestes rythmés la bravoure des Amazones. Cette façon d'utiliser les mots ou le langage pour évoquer des situations de la vie courante ou des émotions s'enseigne aux enfants dès leur premier pas à l'école.
En langage courant, ça s'appelle la poésie, l'art du langage et de la communication. C'est un art parce que ça forme l'être humain. Et cet art-là vise à exprimer ou suggérer par le rythme. C'est une manière propre qui permet de communiquer aisément. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais aller à l'école sans apprendre la poésie. Dans les programmes d'études scolaires, la poésie occupe une place prépondérante. Elle est déterminante dans le traçage intellectuel, social et émotionnel de l'apprenant. En un mot, la poésie joue plusieurs rôles dans l'éducation de l'enfant. Ça apporte un développement cognitif et langagier, un développement de l'expression émotionnelle. Ça développe la structuration de la pensée. Ça développe la mémoire et l'intelligence. L'enfant qui sait dire la poésie arrive à connaître beaucoup de mots, donc développer son vocabulaire, renforcer l'oralité et l'élocution. La poésie permet aussi de travailler l'articulation. Pendant la poésie, l'enseignant veille à ce que l'enfant ait une posture qui a trait à ce que dit la poésie. L'enfant qui fait bien sa poésie, il peut prendre aisément la parole en public. Poésie la rentrée, pendant 2 nuits tous en pièce, la petite école la donne. Chez l'apprenant, la poésie développe également l'écoute et la curiosité. Et en raison de toutes ces fonctions sociales, la poésie a survécu à tous les changements successifs que les programmes scolaires ont subis au fil des années. Un tour dans nos marchés. À présent, il n'est plus un secret pour quelqu'un que certains produits de première nécessité sont devenus rares depuis plusieurs semaines, d'où la flambée de leur prix. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Canal 3 Bénin s'est intéressé à ce sujet. Une équipe de la rédaction a fait une descente à Tokpa, précisément à Gbogbanou, pour mieux s'imprégner de la situation. Voici le reportage signé Ingrid Day et Henri Ganti. Cet espace, autrefois bondé d'étalages de gingembre, est aujourd'hui occupé par d'autres denrées alimentaires. Ici, à Gbogbanou, on n'aperçoit que quelques tas de cette épice, pourtant très indispensable dans la cuisine béninoise. Vendeurs et consommateurs ne savent plus à quel sein se vouer dans cette situation qui perdure depuis quelques mois. Tout est cher au Bénin. Autrefois, le tas du gingembre était à 150 ou à 200 francs. Aujourd'hui, c'est à 500 francs. Si les produits pouvaient baisser de prix, nos revendeuses allons trouver un peu de bénéfice. Le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso sont les sources d'approvisionnement du gingembre et le voisin de l'Est est le numéro 1 en matière de la bonne qualité. Les Chinois sont à la base de la hausse du prix du gingembre. C'est au Nigeria qu'ils approvisionnent pour la fabrication de certains produits. Étant des partenaires, ils auraient envoyé des engrais qui ont détruit les cultures du voisin de l'Est. Ici au Bénin, notre terre n'est pas adaptée à la culture du gingembre. Ceux qui l'ont expérimenté s'en sont sortis perdants. Dans notre périple, nous nous sommes également aventurés sur ce domaine dédié à la vente des tomates fruits. Ici également, le constat reste le même. Pour ces vendeuses et consommateurs, plusieurs raisons seraient à la base de la rareté de ce produit de première nécessité. Ce sont les tomates du Nigeria qui sont actuellement sur le marché. C'est ce qui justifie la cherté de ce produit au Bénin. La tomate était vraiment chère il y a quelques semaines, mais d'ici peu, les choses vont s'améliorer parce que nos tomates abondent peu à peu le marché, surtout celles d'Adja. Il faut aussi préciser que la rareté des pluies en est aussi pour quelque chose. En attendant son dénouement, la situation persiste. Le seul vœu de ces consommateurs reste une issue qu'ils espèrent pour très bientôt.
On s'intéresse à présent à la qualité et au prix du gari dans les marchés, notamment à Dantokpa. Le gari est l'une des denrées alimentaires les plus consommées au quotidien par les populations béninoises. Sur les étals, comment se présente donc cette denrée et quelle est sa provenance? Élément de réponse dans ce constat fait par Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Ici, au marché d'Antokpa, sont exposés des bassines et sacs de gari, une farine obtenue à base du manioc. Entre étals bien garnis, chaque vendeur défend la qualité de son produit selon qu'ils proviennent de Savalou, Adja, Ipilé et d'autres localités du Bénin, voire du Togo. Ce produit de grande consommation est vendu aussi bien en détail qu'en gros. Mais au-delà de la qualité du gari, c'est également l'évolution du prix qui retient l'attention au niveau des grossistes. Kilo, ça 250 000. D'ailleurs, 300 000, ça, mais 250 000. Ati, Bevio, d'ailleurs, ça 40, 35 000, 30 000. D'ailleurs, ça 80, 85, mais actuellement, c'est 50 000. Puis les temps, ça sort pour 4 500. Ça va loin, ça sort pour 3 500. Ça déjà 3 250. Ça tombe anglo, ça. À des sur les soifis, 4 500. Oh, il y a une 9 000. Mais doit dire, pour ça 32 000. Le gari, autrefois vendu à 300, 350, 400 voire 500 francs CFA le kilogramme, a actuellement baissé de prix. Une baisse significative que les vendeurs tentent de comprendre. Ça 3 500 et 4 500, 5 500. Mais pas actuellement 3 500 mais le ça. Kilo de 200 oui. Kali pogbo bi eso do kweli dia. E pota. Bon mi sommes en période de l'opon. Voilà. Aujourd'hui, la baisse du prix du gari au marché d'Antokpa est un ouf de soulagement pour les ménages. Mais elle pose en même temps un problème, celui de la mévente et de la stabilité du marché. Circuler sur le tronçon qui mène de la station Legba au marché d'Antokpa n'est pas chose aisée pour les usagers de la route qui l'empruntent. La raison est toute simple, des vendeurs d'articles divers se sont installés de façon anarchique tout le long de la voie, empêchant motocyclistes, conducteurs de véhicules et autres engins de circuler sans grande difficulté. Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga sont allés faire le constat sur place. Voici le reportage présenté ici par Florence Bossa. Difficile de circuler sur cette voie qui mène du carrefour de la station Legba au marché d'Antokpa. C'est un calvaire que vivent au quotidien piétons, motocyclistes, tricycles et conducteurs de véhicules. Et pour cause, des vendeurs et vendeuses installés anarchiquement tout le long du tronçon. Au dire des usagers de la route, cette situation cause de sérieux désagréments. Si les motos veulent passer, c'est difficilement on passe. Même pour leur vie aussi, c'est risqué. Parce que s'il y a moins de gestes là pour les camions, bien les voitures, on ne saurait le dire. C'est dangereux. Mais on ne peut pas aussi les condamner parce que chacun cherche ce qu'il va manger. Les usagers appellent les autorités à agir pour permettre une fluidité de la circulation sur cette voie.
bo ba teme de ni yo bro je so e wa bo na sa bra du no e bo e na mo te mo gosi na do e mo fi bu na no do ale oji bo me na mo te mo jin na yo inda ke zi mo mo e wa le yo e na no din bo mi na no mo te na no ye bo fi lo din de mi lo te din de me ino ke a do te fi din ira wa gon to mi na cha bi tu. La solution, c'est les nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Pour les ambulants aussi. Parce que souvent, là, c'est les ambulants qui remplissent les voies. Là. Au regard de ces difficultés, le relogement de ces vendeurs ambulants est envisagé et la délocalisation du marché d'Antokpa demeure la solution pour mettre fin à cet état de choses. Nous sommes avec notre invité en plateau, Monsieur Gilles Badet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et nous parlons aujourd'hui de l'ordonnancement au sommet de l'État qui est modifié avec le décret pris par le président de la République, le décret numéro 2026-107 du 11 mars 2026, qui vient abroger celui de 2006 par lequel le président Patrice Talon vient de fixer le nouvel ordre de préséance en République du Bénin, de la hiérarchie entre le Sénat et l'Assemblée nationale jusqu'au rang des anciens dirigeants. Quels sont les changements majeurs de ce texte qui abroge les dispositions donc de 2006? Pour en décrypter les enjeux, vous êtes avec nous. Le décret désormais pris par le président. Le décret place désormais le président du Sénat au 5e rang, juste avant celui de l'Assemblée nationale. Monsieur Badet, comment s'articule cette nouvelle préséance entre les deux chambres du Parlement et quel signal institutionnel cela envoie-t-il? Merci. Le président du Sénat, effectivement, est placé avant le président de l'Assemblée nationale parce que au niveau du Parlement, nous avons deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Ouais. Le Sénat est la chambre haute et l'Assemblée nationale la chambre basse. Il est fréquent que dans les démocraties, ce soit le président de la chambre haute qui l'emporte sur le président de la chambre basse. Maintenant, il y a des raisons pour lesquelles on le fait. Il y a plusieurs formes de critères que l'on prend en compte. Si l'on prend en compte le critère d'élection qui semble préoccuper les Béninois, il faut savoir que l'élection, qui est la légitimité que l'on tire du peuple, est une légitimité que l'on peut avoir maintenant ou une légitimité ancienne. Le Sénat est une concentration de personnes qui ont été élues par le peuple à différentes périodes de la démocratie. Vous avez les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Cette concentration de légitimité électorale, même ancienne, l'emporte sur la légitimité électorale du président de l'Assemblée nationale en fonction. C'est pour cette raison que lorsque le président du Sénat est présent, il est prioritaire par rapport au président de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'un président de la République tout seul est présent, il vient après le président de l'Assemblée nationale. C'est donc le corps constitué par cette concentration de légitimité démocratique électorale qui fait que le président du Sénat a priorité sur le président de l'Assemblée nationale. Alors, l'article 1er précise que les anciens présidents et vice-présidents de la République sont classés selon leur ancienneté et l'ancienneté de leur prise de fonction. Et pourquoi est-il crucial, selon vous, de codifier ainsi le rang des anciens chefs d'État par rapport aux institutions? Alors, deux éléments. D'abord, l'ancienneté dont j'avais parlé tantôt. L'ancienneté, un élu qui a été élu avant quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus... il est prioritaire par rapport à celui qui a été élu après lui. Oui. C'est pour ça que dans l'ensemble des anciens présidents de la République, ils viennent par ordre d'ancienneté par rapport à leur prise de fonction. Le président Nicéphore Soglo est le premier président démocratiquement élu. Il vient avant le président Yahi Boni. Le président Yahi Boni vient avant le président Talon. Et donc le président Talon, un jour, viendra avant le président Wadaï. Donc cette ancienneté est là. Et il faut que lors des cérémonies, il n'y ait pas de frustration. Et donc lorsque les services de protocole organisent des cérémonies, il faut qu'ils classent les personnalités de façon à ce que personne ne soit frustré, qu'on sache que c'est selon un ordre établi sur des critères objectifs avant cette séance et que chacun accepte de rester à sa place sans qu'il y ait de frustration dans la République. Alors, le décret prévoit également une règle particulière, la préséance des présidents de la Cour suprême et de la Cour des comptes sur les ministres de la Justice et des Finances.
qui ne vaut que lors des manifestations spécifiques. Pouvez-vous nous expliquer la logique juridique derrière cette préséance? Alors, la Cour des comptes contrôle les comptes de l'État que le ministère des Finances gère, coordonne. Il en est de même pour la Cour suprême qui est au-dessus de l'ordre judiciaire que le ministre de la Justice ordonne ou coordonne. C'est donc normal que lors des cérémonies, compte tenu du rôle de contrôle que ces juges opèrent par rapport aux administratifs, ils aient un rôle de préséance par rapport aux administrations. Mais dans la pratique de tous les jours, il y a la séparation des pouvoirs. Oui. Chacun reste dans son couloir. Le ministre des Finances demeure la première autorité en matière de finances dans l'État, puisque l'administration des finances relève du pouvoir exécutif. Et de la même façon, le ministre de la Justice reste l'autorité suprême qui coordonne l'administration judiciaire dans le couloir du pouvoir exécutif. C'est donc seulement lorsque ces deux doivent se rencontrer au cours de cérémonies officielles que le juge, qui est le contrôleur, est au-dessus de l'administration. Donc les présidents des juridictions sont au-dessus des présidents des premiers responsables des administrations. Alors l'article 2 stipule que les rangs ne se délèguent pas et que le représentant d'une autorité occupe le rang lié à sa propre fonction. Quelles sont donc les exceptions prévues pour le président de la République et comment cela simplifie-t-il la gestion des cérémonies officielles? Alors effectivement, lorsque vous représentez une autorité, par exemple le président de la Cour constitutionnelle n'est pas disponible pour aller à une manifestation, il envoie un membre de la Cour constitutionnelle, il ne peut pas venir prendre le siège de président de la Cour constitutionnelle. Il va prendre le siège de membre de la Cour constitutionnelle parce que lui aussi son rang a été prévu dans le décret. Mais pour ceux qui représentent le président de la République, qui est la première autorité de l'État, ils prennent place à la place du président de la République lorsqu'il représente le président de la République lui-même. C'est pour lui seul qu'on a prévu cette exception. Vous savez que par exemple dans les départements, le préfet représente le président de la République et chaque ministre prie isolément. Donc lorsque le président de la République va envoyer quelqu'un, un conseiller spécial qui le représente ou n'importe quelle autorité qui lui plaira d'envoyer pour le représenter, cette personne va occuper la place de président, la première place, et les autres autorités vont suivre. Il en est de même pour ceux qui occupent les fonctions à titre intérimaire. On ne les a pas délégués, mais ils sont là en attendant que de nouvelles élections arrivent. Ils s'occupent la fonction de manière intérimaire, ils exercent également et avec le rang lié à cette fonction. Alors, une dernière question. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage protocolaire, la préséance, c'est quoi? La préséance, c'est la considération que l'État accorde à chaque autorité, parce qu'un État est composé de plusieurs pouvoirs, de plusieurs autorités, et lorsqu'il y a des cérémonies, il faut que toute cette personne-là soit rassemblée quelque part. Il faut qu'on sache qui est avant qui pour éviter les frustrations, parce que l'administration est fondée sur la hiérarchie, l'administration est fondée sur le respect des uns par rapport aux autres. Donc chacun doit, comme dans un organigramme, chacun doit pouvoir se situer à quel niveau il se trouve et que les frustrations n'existent pas. C'est pour ça que le décret doit être diffusé pour que les différents services de protocole, les différents chargés de protocole qui organisent des cérémonies fassent leur travail sans être accusé de partialité ou de privilégier telle ou telle personne. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gilles Vadé. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel et vous venez de nous éclaircir par rapport à ce décret numéro 2026-107 du 11 mars 2026 pris par le président de la République par rapport à l'ordonnancement au sommet de l'État. Merci d'être placé sur ce plateau. Je vous en prie. Nous poursuivons dans cette édition comment choisir l'huile à moteur de sa voiture ou de sa moto entre les promesses marketing étincelantes et une saturation de marques qui rivalisent d'ingéniosité publicitaire. L'embarras du choix se transforme vite en une confusion totale. Alors, comment filtrer le vrai du faux dans cet univers saturé? Comment décoder les étiquettes sans être ingénieur en mécanique? Et surtout, comment s'assurer que l'huile choisie est celle qui permettra à votre moteur de performer sur la durée? Élément de réponse dans ce reportage signé Ulrich Kaba. Bien qu'apparemment facile, le choix de l'huile à moteur devient un véritable casse-tête face à la kyrielle de produits qui s'offre aujourd'hui aux clients. De 5 000 à plus de 40 000 francs CFA pour le même produit, le propriétaire de voiture est obligé de faire l'équilibre
entre la générosité de sa bourse et la santé de son moteur. C'est le spécialiste qui peut vous indiquer la meilleure huile à choisir. Et chaque fois lorsque je dois faire la vidange, moi-même je me déplace pour venir voir mon mécanicien. Tous les techniciens automobiles s'accordent sur le fait que les huiles qui pullulent le marché avec des publicités aguichantes ne s'équivalent pas. Mais il y a des huiles qui est vraiment lourd, c'est ça qui est un peu partout, ça se vend un peu partout dans le marché, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ça, c'est lourd, tu mets ça dedans, mais 2000, 1500 km, dès que vous vidangez, vous allez trouver que vraiment c'est fluide et puis c'est comme de l'eau. C'est ça qui fait, c'est ça qui tue les moteurs. Mais la chose qui contrôle, est-ce que vous maman mire comment les bonnes souillats s'amener souillats s'amener à mire boama s'amia à cause de contrôler oh ben non publicité les blocs clients les sont et des sont quoi miwa comme on mais geminaza le mini putain une Minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique, le secret est écrit ici dans ces chiffres mystérieux. Le premier chiffre indique en réalité la fluidité à froid et le second la résistance de l'huile à la chaleur. C'est selon l'année du véhicule qu'on achète l'huile qui est convenable. Exemple, vous mettez l'huile 530 par exemple dans le moteur et l'autre met 530 et 1040 dans le même moteur, il n'y a pas de différence. Mais le mal est que ça ne tue pas le moteur si en tenante. C'est au fil des jours. J'ai suivi un désagrément avec un premier véhicule que j'ai acheté il y a très longtemps et c'est à partir de cet instant que je prends beaucoup de précautions dans les choix de mes huiles quand je fais de la vidange. Se référer toujours aux spécialistes au lieu de faire de l'autopréconisation, c'est le conseil des techniciens automobiles. Car, au final, estime-t-il, dépenser 10 000 francs de plus pour une huile certifiée sera toujours moins coûteux que de remplacer tout le moteur à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. Toujours dans le secteur des transports, les taxis-villes traditionnellement de couleur vert et jaune sont en voie de disparition. Faites juste un tour en ville sur les grandes artères de la métropole et vous constaterez aisément. Et ils se comptent désormais au bout des doigts. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est que de nouveaux acteurs ont infiltré le dit secteur non pas par vocation mais plutôt par nécessité. Conséquence, les taxis-villes ne gagnent plus grand-chose et ne pouvant pas supporter la concurrence, disparaissent simplement de la circulation. Le reportage que je vous invite à suivre à ce sujet est une production de Vigile à Rodegno, accompagné de Jocelyn Barriga et de Simon Rolon. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Topa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissables à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leur premier client depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Topa là, c'est à Djonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, à Bomé. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Koloboto. Après, Trisik. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis-villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis-villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis vivent comme les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi, je cherche à vendre mes taxis même.
ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxi ville de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassounon, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner. Ne sachant plus quoi faire, d'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa, devenus depuis quelque temps les moyens de transport privilégiés des Cotonois. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.